Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes dans le Gard et nous sommes précisément au château d'Allègre en compagnie de Jean-Marc de Béthum qui va nous parler du château d'Allègre. À tout de suite. Abandon, maltraitance, massacre. La souffrance animale ne connaît ni limite, ni frontières. Depuis près de 30 ans, la Fondation Brigitte Bardot intervient aux 4 coins du monde. En mer, comme sur terre. Vaccination, sauvetage, création de refuges, réintroduction en milieu naturel. Nous remportons chaque jour des victoires contre la maltraitance. Continuons le combat. Fondation Brigitte Bardot. Ne laissons pas les animaux sans défense. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Si j'étais l'amour, je m'arrêterais dans ton cœur pour ne plus jamais partir. Les saisons pourraient passer, les années s'enfuir. Mes sentiments envers toi ne cesseraient de grandir. Si j'étais le ciel, je t'offrirais mes étoiles pour que tu puisses rêver avec moi. Chaque sentiment, une promesse éternelle, un chemin lumineux, une douce ritournelle. Si j'étais le soleil, je ferais de toi mon jour, ma plus belle aurore. Chaque matin nouveau, je te chérirais. Dans mes bras de lumière, je t'envelopperais. Si j'étais la mer, je te porterais sur mes vagues pour que tu puisses te reposer. Je t'offrirais ma danse sur une tendre cadence, sur mon flot bleuté, te bercer de mon chant apaisant. Si j'étais le vent, je viendrais de nulle part pour me glisser sous tes draps. Je serais cette brise légère de subtilité qui effleurerait tes cheveux et tes pensées. Si j'étais le temps, je ferais durer les heures pour que tu restes avec moi. Chaque seconde serait un éternel présent où notre amour s'épanouirait doucement, constamment. Si j'étais un arbre, chaque feuille qui tombe, un baiser, je t'enverrais. Mes racines profondes ancrées dans tes pas, un amour infini qui jamais ne s'en va. Si j'étais un bourgeon de fleurs, je fleurirais pour toi, pour que tu ne sois jamais seul. Chaque pétale serait un nouveau jour qui signerait la fin de ta solitude pour toujours. Si j'étais une plume, je t'écrirais une lettre pour que tu lises mon âme. Compter mes pensées, mon plus beau message, que tu puisses lire en moi sans aucun ombrage. Si j'étais la terre, je t'accueillerais chez moi pour que tu restes avec moi. Mon sol serait ton lit jour après jour pour te couvrir de toute ma tendresse, de tout mon amour. Mais je ne suis que moi, je n'ai rien de plus à t'offrir que moi, avec tout l'amour que j'ai pour toi. Et si je pouvais être n'importe quoi qui te rende heureuse, je serais tout ça pour toi. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes dans le Gard et nous sommes précisément au château d'Allègre en compagnie de Jean-Marc de Béthum qui va nous parler du château d'Allègre. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de ce château, nous dire où il est situé et nous expliquer son histoire dans le temps? Le château d'Allègre, qui est de plus en plus prisé, de plus en plus visité, a été longtemps ignoré. Il y a à peu près une quinzaine d'années, une association s'est montée dans le but de valoriser ce château, ce site, et naturellement la périphérie de cet endroit qui comporte une forte implantation d'oliviers. L'origine du château,
on peut en parler, mais je crois qu'il y a une prédominance d'un site beaucoup plus important. Nous allons parler du Mont Bouquet. En effet, s'il existe une forteresse, et qui sait s'il y en a en périphérie de cette montagne appelée le Mont Bouquet, c'est vraiment une montagne qui, depuis l'origine jusqu'à fort peu de temps, a tout le temps été un lieu de refuge et de sauveté. C'est-à-dire que ce soit sous la préhistoire avec des grottes qui truffent littéralement, je veux dire, cette montagne, que ce soit au demeurant dans la période proto-historique aussi, où il y a eu toujours des lieux de sauveté et de refuge, on s'aperçoit par rapport à la documentation qui nous retrace l'importance de cette montagne, où chronologiquement, il y a par exemple dans cette période de la guerre de Cent Ans, et plus particulièrement en 1382-1384, lors de la guerre des Tuchins, que ce soit le Mont Bouquet, cette montagne, ces grottes et ces bois environnants ont tout le temps servi de refuge aux communautés avoisinantes et voire parfois à certaines bandes de pillards. Il y a aussi une référence fort importante, c'est celle de Jean Cavalier qui disait cette montagne, cette forteresse où je suis indélogeable. Donc voilà campé cette montagne, et de cette montagne se sont essaimées quelques structures médiévales ayant une origine pour la plupart du Xe, XIe, voire XIIe siècle. Alors resituons un peu la situation de ce château d'Allègre et du Mont Bouquet, puisque vous en parlez largement. Pour les gens qui nous écoutent un peu partout dans le Grand Sud, entre Menton et Toulouse, et qui ne connaissent pas forcément le pays gardois, et pour les gens qui nous écoutent via Internet un petit peu partout en Europe et en France, est-ce que vous pourriez nous resituer un petit peu l'endroit ? Alors, le Mont Bouquet est une éminence de 633 mètres qui se trouve être en Uzège. Paradoxalement, oui, je dis bien en Uzège. C'est un éperon qui se trouve à l'est du bassin alésien, qui se trouve au sud du Barjaquès, des environs de Barjac, et cette montagne fait front à un plateau d'une vingtaine de kilomètres sur 17 à peu près, qui s'appelle le Méjanès. Le Méjanès, avec une altitude, un plateau de 350-400 mètres d'altitude, et qui recèle naturellement d'immenses forêts de chênes verts. Alors nous sommes ici à un carrefour, alors pour quelle raison on a bâti le château d'Allègre, où nous sommes actuellement, pourquoi cette situation géographique ? Alors, toujours en référence, on va oublier un peu le Mont Bouquet, il faut savoir qu'aussi les caprices de la nature ont donné lieu à énormément de ranques qui entourent cette montagne. Alors ranques, je m'entends, c'est des caprices de la nature ayant de fortes falaises. Et une implantation encore fort ancienne, un habitat fortifié qui se trouve appelé oppidum ou cabaret, dont les références sont du 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc, je veux dire, outre ce Mont Bouquet, il y a en périphérie ces cabarets, on peut en compter 7 environ, et naturellement, ces promontoires, à l'origine, je veux dire, de la féodalité, et pendant cette période-là, c'est constellé de châteaux. Alors, pour ne citer que certains, je vais citer le château de Bouquet, mais il y a pas trop loin de la Belvézé, il y a le château des Galliers. Si on tourne le plateau de Méjeanne, il y a le château de Montclus, il y a le château de Ferrérolles, il y a les 3 châteaux de Tarot. Je veux dire, voilà, l'ensemble de cette montagne et l'ensemble de ce plateau se trouve fortifié, pratiquement, gardé par des sentinelles avancées que se trouvent ces forteresses. Le passé d'Allègre est indissociable au château de Bouquet. Le château de Bouquet se trouve à 4 km environ à vol d'oiseau. Il se rapproche le plus près de cette montagne, et on dit que leurs origines sont certainement à peu près les mêmes, donc 10e, 11e siècle, et leur destinée pratiquement les mêmes aussi. Les premières familles dont les ancêtres éponymes portent le nom de ce château, ont-ils donné leur nom? On ne le sait pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il existait une famille Bouquet, comme il existait une famille Allègre. Ce site a été occupé donc par cette famille à l'origine de la féodalité. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi, je veux dire, cette implantation, cette floraison de châteaux dans notre région? Eh bien, c'est un peu
en parallèle ce qui s'est fait dans toutes les régions, ça veut dire que le pouvoir régalien, donc le pouvoir royal, s'étant émietté sous les coups de boutoir, je veux dire, de la noblesse ou des grands feudataires. Le pouvoir régalien ayant perdu de son importance, ça a donné l'émergence, je veux dire, de principautés autonomes, dont on peut parler, par exemple, pour chez nous, le Languedoc, qui était sous la tutelle des Raymondins de Toulouse. De là, quelques décennies après, donc passons l'an 1000, quelques décennies après, ce pouvoir princier qui avaient récupéré, je veux dire, ces pouvoirs régaliens, eux aussi sont sous le joug, je veux dire, de certaines familles autochtones qui étaient parfois sous leur tutelle, ou certains officiers du compte-tout, et tout doucement deviennent autonomes, et on dit que c'est la crise châtelaine. Crise châtelaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces petits potentats locaux gagnent leur indépendance, et pour présenter, je veux dire, cette indépendance greffe sur le meilleur de leur territoire un site fortifié pour présenter leur autonomie et certainement aussi pour leur dominance. Donc on voit dans la région fleurir ça et là des châteaux, et la plupart sont implantés sur des éminences rocheuses et des points stratégiques. Allègre en fait partie. Allègre est placé sur un éperon. Certes, peut-être dans la mesure où, je veux dire, les prospections nous mettront à jour de nouvelles implantations beaucoup plus anciennes. Pour le moment, on ne peut pas le dire. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la montagne, la colline qui domine, je veux dire, Allègre, est le siège d'un oppidum aussi. Donc, attendons 4 ou 5 ans pour voir si la prospection nous confirme ou infirme nos supputations, à savoir que, certes, cette implantation féodale du XIe siècle, il existait peut-être quelque chose avant. Avant de marquer une pause, nous allons parler des recherches archéologiques qui se font dans le coin. Alors, est-ce qu'il y a des recherches justement autour du château d'Allègre, sur le Mont Bouquet, dans la région? Et si oui, est-ce qu'on arrivait à faire une datation? Alors oui, pour répondre très précisément, je crois qu'il y a une parfaite complémentarité. Il y a eu que certains érudits locaux ont fait déjà, il y a une vingtaine d'années, un début de prospection au niveau des archives, naturellement, sur le château d'Allègre. Ces archives sont très disparates. Très disparates. Il faut savoir que ce soit sous les guerres de religion, que ce soit sous la Révolution, la plupart des chartriers où pouvait se trouver entreposée la destinée et l'historiographie de notre château ont été détruits pendant cette période agitée. Deuxièmement, je crois que ce qui me paraît important, c'est que on a aussi, et c'est peut-être par là qu'on aura quelques éclairages. Il y a toujours une vieille implantation à Allègre d'un site qui s'appelle le Mas de Pérol, ou la Bastide de Pérol, la métairie de Pérol ou le château de Pérol. Cette demeure, qui tire ses origines fort anciennes, probablement du XIIe, XIIIe siècle, était le siège d'une implantation templière. Et souvent, il y a eu confusion entre, on a parlé de commanderie du château d'Allègre, ce qui est totalement faux, mais par contre on peut parler d'une implantation templière à la métairie ou Bastide ou château de Pérol, qui se trouve à peu près d'1,5 km en dessous le château d'Allègre, face à l'ancien pont d'Ozon qui a été détruit lors des inondations. Au niveau de la prospection, comme je disais, beaucoup de documents ont été détruits lors des frasques, je veux dire, de notre histoire, et qui sait si ça a été riche là-dessus, qui sait si les populations ont subi, je veux dire, ces guerres civiles et autres. Nous avons eu l'opportunité, grâce, je disais, à la recherche sur cette maison de Pérol qui appartenait aux Templiers, de trouver un fonds assez intéressant du côté de Marseille, et notamment ce fonds est le fonds de Saint-Gilles, côté 56H. Nous pouvons prétendre maintenant à certains parchemins. Ces parchemins vont peut-être certainement nous apporter encore une vision un peu plus importante sur le château. Alors, les lacunes, parfois, je veux dire, sur la documentation, notamment au XIIIe, XIVe siècle,
sont compensés par une étude assez fine, je veux dire, au niveau de l'architecture. L'association a eu la chance et l'opportunité et a encouragé, je veux dire, la venue d'une jeune fille à cette époque-là, dame maintenant, qui, universitaire, préparant un doctorat d'archéologie médiévale, s'est implantée, disons, à Allègre et a travaillé depuis à peu près 3 ou 4 ans sur l'implantation architecturale sur le château. Il faut reconnaître que il y a eu une sorte de complémentarité entre les archives qui étaient certainement avares parfois et un regard, une lumière, quelques lumières nous venant aussi de la prospection et des études de cette jeune fille. Donc la connaissance architecturale d'Allègre devient de plus en plus intéressante et il faut savoir que plusieurs campagnes de fouilles sont projetées. Certes, 3 ou 4 ans que nous fouillons, les sources encore sont certes abondantes puisqu'on compte 7500 tessons de poterie, on trouve quelques pièces, on trouve des pièces métalliques, quelques bagues, quelques clés ou des choses comme ça, quelques cadavres aussi. Ce qui nous paraît aussi tout à fait intéressant, c'est que bon, on est dans les prémices de fouilles. Donc il y a des sites choisis, bien particulièrement pour leur implantation et tout, qui nous apporteront certainement un regard beaucoup plus poussé sur l'origine du château. Une des découvertes de l'an dernier, voire il y a 2 ans, c'est ce moulin du XIIIe, XIVe siècle qui se trouve au fond de l'ensemble palatial. Je parle d'un moulin à huile et c'est un vestige tout à fait intéressant pour lequel nous pensons dans le futur mettre peut-être une protection pour les intempéries ou peut-être aussi couvrir directement la bâtisse pour protéger ce moulin du XIIIe siècle. Alors je présume que cette découverte a mis en évidence la vie à l'époque du château d'Allègre et des habitants de la région. Concernant les habitants, vous devez être certainement étonné en montant, comme en gravissant, je veux dire, la sente pour qui vous a mené au château d'Allègre, vous avez dû remarquer le nombre de failles ou de bancelles qui entourent. Donc, faire l'apologie d'une chronologie seigneuriale, on en est capable. Par contre, ce que je voudrais, c'est une petite pensée à ces générations d'hommes, des paysans, des artisans, qui, au fil des générations, ont greffé, je veux dire, ont domestiqué cette montagne ou ces collines, et ont greffé ces escaliers, comme on l'appelle, ces failles, labeur journalier. Donc, ces générations d'hommes, pour lesquels, au travers de la documentation, on retrouve certaines vieilles familles autochtones, encore présentes à ce jour, le meilleur hommage qu'on puisse rendre au château, c'est à ces populations-là. Parce que n'oublions pas que, certes, il existait dans la construction du château des maîtres d'œuvre, mais il existait aussi beaucoup de populations qui participèrent, je veux dire, à la construction de ce château, notamment dans le charroiement des pierres, puisées, on le pense, vers 2 ou 3 carrières qui se trouvent dans les environs, notamment probablement une du côté de Boisson, petit hameau de la commune d'Allègre. Donc, c'était le meilleur hommage que l'on puisse rendre à ces populations. Populations qui vivaient, je veux dire, ou vivotaient de quelques cultures presque de garrigues, avec quelques champs de blé et de faible surface. Mais par contre, il y avait aussi cette plaine qui enserre, je veux dire, l'Ozonais, cette rivière, où on pense que là, la terre est quand même bien meilleure. Par contre, il existe des quelques îlots de peuplement, ça veut dire des masses qui sont disséminées aux alentours, et l'émergence, je veux dire, de ces hameaux ou de ces masses ont permis la sédentarisation de certaines cellules dans des périodes, je veux dire, un peu plus prospères. Certaines de ces demeures sont retombées en ruine par la disparition et aussi l'ingratitude du sol. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous marquons une pause, à tout de suite. Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression.
clés du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes de retour dans le Gard, plus exactement au château d'Allègre, précisément dans la région d'Uzès et d'Alès, au pied du Mont Bouquet, avec le responsable justement du château d'Allègre, c'est-à-dire de cette association que vous avez montée, hein. Nous en parlerons tout à l'heure sur cette antenne. Alors l'une des particularités du château d'Allègre, c'est qu'il y avait des chevaliers et chaque chevalier avait construit sa propre tour. Alors, à partir de cette famille d'Allègre, qui dépendait à l'origine des évêques d'Uzès, qui étaient de puissants seigneurs ecclésiastiques, mais des puissants, avaient un temporel tout à fait extraordinaire, allant, je veux dire, les terres où la tutelle, les fiefs qui étaient sous la tutelle des évêques d'Uzès, allaient, si vous voulez, du bord du Rhône et montaient jusqu'au village de Villefort, ce qui est tout à fait extraordinaire. Là-dessous, sous la tutelle des évêques d'Uzès, puissants seigneurs, je le répète, il y avait naturellement quelques barons, et notamment les barons pelés d'Alès, qui dépendaient, pour une part de leur terre, de la tutelle des évêques d'Uzès, lesquels évêques d'Uzès et lesquels barons d'Alès dépendaient naturellement pour une période des Raymondins de Toulouse. Il faut savoir que lors des guerres dites cathares, les évêques d'Uzès participèrent activement du côté des croisés à la déconfiture des Raymondins de Toulouse, et au décès de la fille de Raymond VII de Toulouse en 1276, si je me rappelle bien, ou 1273, ben ça a scellé l'annexion, je veux dire, du Languedoc, et qui est passé directement sous la tutelle du royaume de France. Les évêques d'Uzès furent, au fil du temps, récompensés, je veux dire, de leur appartenance et du soutien à la royauté, que ce soit sous la tutelle même des Raymondins et après, et bénéficièrent aussi de largesse royale. Donc, sous ces évêques d'Uzès, sous ces barons pelés, il existait un tissu aussi social qu'on appelle les seigneurs, les sires, quelques châtelains, et notamment, on rencontre les sires d'Allègre. En 1163, un des premiers parchemins que nous avons rencontrés et décryptés, c'est un hommage des frères de Ferrérol qui font hommage au seigneur Pelé d'Alès et à son fils. En 1163 reste une référence naturellement dans l'historiographie du château, et en particulier par cet acte, on appelle ça un acte de reprise ou fief de reprise. Cela veut dire que les seigneurs certainement autonomes à cette époque-là repassent sous la tutelle des plus puissants. C'est pratiquement la mise en place de l'organigramme de la féodalité avec tout le système vassalique et d'hommage. Donc cette famille, on l'a vu, on parle de ce document de 1963, mais on s'aperçoit qu'en 1963, on n'a pas parlé des seigneurs d'Allègre. Effectivement, ces seigneurs d'Allègre sont sous le parchemin en tant que témoins, les seigneurs de Bouquet sont sous le parchemin en tant que témoins. Il y a à peu près une douzaine de familles seigneuriales du coin qui se trouvent co-signataires et témoins de ce parchemin, et les Allègre, les Bouquets, mais l'apparition d'une nouvelle famille, notamment c'est Ferrérol. Cette famille de Ferrérol tire l'origine du château de Ferrérol qui se trouve dans la commune de Saint-Privat de Chanclos, dont les références sont aussi du XIe, XIIe siècle pour ce château. Alors, nous aimerions apprendre justement tous les détails de cette famille Allègre. Donc, on peut imaginer que très tôt, cette famille Allègre, que ce soit par aliénation, succession et tout, favorisèrent l'implantation de nouvelles familles. Et il est vrai que, suivant la vieille coutume romaine où les enfants, filles et garçons, avaient droit pratiquement à égalité au même titre et fief et partage que les autres, ça a favorisé l'implantation de ces familles-là qui, il faut le dire sur Allègre, hormis cette famille Allègre, reçoit au fil du temps, en quelques décennies, pratiquement toute la gentilhommerie ou l'aristocratie locale. On rencontre les Bérards, alias les Bérards de Montalet, on rencontre diverses familles, et au XIVe siècle, on compte pas moins sur un siècle, attention je dis bien sur un siècle, pas moins de 18 implantations familiales. Alors certes, les unes se succèdent à l'autre, mais parfois c'est vraiment des ramages qui se succèdent. Donc ces familles présentes au château d'Allègre ont la particularité,
Et là, il serait intéressant de se poser encore des questions, malgré les éléments de réponse que nous avons, c'est que chacun veut implanter de façon visuelle, je veux dire, ou ostentatoire, je veux dire, sur le site, désire implanter le symbole de leur dominance. Et c'est quoi? Chacun va construire sa petite tour, et d'où l'appellation, je veux dire, du village des Chevaliers, appellation qui concerne naturellement le château d'Allègre, où on compte pratiquement 10 ou 11 implantations seigneuriales, avec concrétisées soit au travers de tours, soit au travers de logis seigneuriaux. Alors, hors antenne, tout à l'heure, vous nous parliez de la promiscuité des seigneurs. Alors, est-ce que vous pourriez nous apporter quelques précisions sur ce qui se passait à cette époque? Mais disons que si vous aviez une vision, je veux dire, du château, à savoir que les tours se touchaient pratiquement, étaient jumelles, ou c'était simplement quelques mètres qui séparaient quelques demeures. Et au fil du temps, ces familles, certainement, qui se sont implantées avec des liens directs avec la famille originelle, se sont distendues. Et quand on compte pratiquement 11 logis seigneuriaux, cette promiscuité engendrait parfois des difficultés. À propos de droit, il faut savoir que par exemple, on se partageait la dominance de la seigneurie d'Allègre, et on voit un seigneur propriétaire d'un droit, un dixième du droit de justice sur la seigneurie d'Allègre. On se demande, alors ça se concrétisait comment? Mais parfois c'était une semaine, ce seigneur avait le droit de rendre justice sur la terre d'Allègre. Cette promiscuité était aussi par contre bénéfique, valorisante, je veux dire, pour le site et sa population en cas de danger, où chacun se retrouvait et où ses compères s'entraidaient en cas de conflit contre un ennemi commun. Par contre, il est vrai que parfois, des problèmes d'intérêt, de succession et tout, ces seigneurs pouvaient se pourfendre. Il est vrai qu'on peut les taxer parfois de mœurs un peu tudesques, et on a d'autres références qui peuvent en témoigner, et on trouve par exemple Guérin d'Allègre qui assassine, je veux dire, un de ses compagnons, un de ses voisins, et certainement parents, en 1332, si je me souviens bien, et pour lequel il est condamné, mais rassurez-vous, on n'y a pas coupé la tête, ni on l'a pas pendu. On ne pendait pas les nobles à cette époque-là, ou fort peu. Mais par contre, pendant 7 ans, il a été banni et il est passé au service, je veux dire, au service du roi. Il est revenu 7 ans après, pardonné, et on perd trace de ce personnage-là. Donc, cette pulvérisation du pouvoir originel en plusieurs familles, cet émiettement, je veux dire, des droits, en donne au 15e, 16e siècle, la présence, je dis la présence sur un siècle naturellement, de 28-30 familles ayant des droits sur le château d'Allègre. Alors, on oublie aussi ces populations qui vivaient là. Ces populations qui étaient composées d'artisans, de paysans, de métayers, d'officiers seigneuriaux et tout, et se trouvent du côté ouest du château, à l'intérieur même du château, à l'extérieur de la première enceinte et deuxième enceinte, des restes d'habitat. Alors on distingue présentement le village qui est pratiquement ruiné, où il reste de magnifiques vestiges encore de maisons, tout au moins des bases de maisons. Il y a des caves qui paraissent tout à fait intéressantes et qui appartiennent à des particuliers et non pas à la mairie. Alors en faisant des fouilles autour du château d'Allègre, vous avez trouvé une quantité de verreries importante. On a fait référence au début, je veux dire, de l'émission, sur ces évêques d'Uzès, propriétaires d'immenses territoires, d'immenses fiefs, mais une des richesses, je veux dire, de seigneurs, quel qu'il soit, quel niveau qu'il soit, c'est naturellement les forêts. Les forêts représentaient, je veux dire, un intérêt très 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 important dont les seigneurs n'ont nullement négligé, je veux dire, le rapport financier. Et parallèlement à ça, cette forte densité forestière favorisa l'implantation d'une vieille industrie bien plus ancienne que les charbonnages ou l'industrie minière du bassin alésien, c'est l'implantation verrière. Pourquoi verrière? Écoutez, il y avait tous les ingrédients pour pouvoir exploiter le verre, à savoir la forêt, l'immense forêt du Méjanès. Il y avait le sable de la Cèze, il y avait l'argile, le koalin de Saint-Pancrace,
Et vous allez me dire, eh oui, il manquait encore quelque chose. Et ce qui manquait, c'était les hommes. Eh bien, ces hommes, ils nous viennent, on l'a présenté trop brièvement, c'était ces quelques vieilles familles qui ont suivi la déconfiture des Raymondins, famille de la noblesse, dont on peut parler par exemple des Égaliers, du village d'Égaliers, qui nous touchent bien près. Et ces familles-là, qui étaient sous la tutelle et qui étaient des féaux des comtes de Toulouse, ont perdu. Et la décrépitude du monde des Raymondins de Toulouse a entraîné aussi une décrépitude sociale de ces seigneurs. Et on trouve ces Égaliers, gentilshommes verriers, à partir du début du XIVe siècle. Alors, pour plusieurs raisons. Les faits de guerre qui les ont dépouillés, et aussi les frasques de certains rejetons où on ne compte plus, je dis bien, et là on a des témoignages de plusieurs familles de la région, on ne compte plus les frasques et les meurtres, notamment les Millons, les Égaliers, et chaque fois qu'il y a meurtre, il y a peut-être pas condamnation, peut-être pas emprisonnement, mais par contre il y a rançon, paiement de dédommagement et tout, et c'est des lambeaux de fief qui partent. D'où une reconversion dans le monde verrier, et ce monde verrier va recevoir une grande partie des familles désargentées de notre région. Alors bon, il y en a qui viennent d'un peu plus loin, les Virgiles, les Azémar, les Kellars, les Milons, les Audoirs. Ces familles-là seront implantées sur plusieurs siècles et exploiteront dans des verreries itinérantes une grande partie de notre patrimoine forestier. Ces verriers marquèrent de l'empreinte indélébile, que ce soit la sociologie, la sociabilité, je veux dire, des villages où ils étaient implantés. Une verrerie était un microcosme où vivaient une trentaine, une quarantaine de personnes, exploitaient 2 ou 3 kilomètres carrés, une surface boisée. De là, une fois, je veux dire, l'exploitation des bois épuisés, aller quelques kilomètres plus loin, réexploiter encore une densité forestière, et tout cela pendant des siècles. Ce qu'on peut dire, c'est que nos verriers avaient la caractéristique aussi de fabriquer souvent des verreries domestiques. Au XVe siècle, XVIe siècle, avec l'expansion, je veux dire, du vignoble, on voit aussi une prolifération, je veux dire, des verreries, et notamment une production de bouteilles ou ampoules. Il existait 2 implantations à Allègre, la verrerie de Salelles et une métairie qui est abandonnée, qui se trouve à 1 kilomètre d'Allègre aussi, où là, ces 2 verreries fabriquaient des cantines. Des cantines étaient des récipients d'à peu près 9-10 litres, et on a des sources qui mentionnent la production pour les eaux de Valls, à côté d'Aubenas. Alors, la Révolution, naturellement, le 9 août, la révocation des droits féodaux, réduit considérablement, je veux dire, ces exploitations verrières et la disparition, naturellement, des privilèges. Mais il faut savoir que quelques décennies avant, en grande partie, ces familles ayant embrassé, je veux dire, les idées protestantes, furent, que ce soit par l'intendant ou autre, disons, précipitées dans la décrépitude professionnelle. Et n'ayant pas voulu assez tôt choisir le charbon comme combustible, prétextant des fumées, des odeurs, ou voire des maladies, cette façon dont, je veux dire, ils appréhendèrent la houille, le charbon comme combustible, précipita la décrépitude de leur vieille industrie. Est-ce qu'on a une idée aussi des traditions verrières à cette époque? Est-ce qu'il y reste justement des verreries aujourd'hui? Oui, alors il faut savoir, c'est là notre grande surprise, et je crois que on peut rendre hommage à ce qui s'est passé, je veux dire, l'opportunité qu'il y a eu de nos amis de l'Hérault et tout, qui ont consacré, je veux dire, une balade, un parcours champêtre ou sylvestre, le chemin des verriers. Il faut savoir que l'implantation en Méjanès et en Vivarais représente à peu près pas loin d'une quarantaine d'implantations verrières, et les vestiges sont très 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 importants. Pratiquement toutes les métairies qui existent encore, que ce soit Crémat, Salelles, qui se trouvent à 2 kilomètres d'ici et tout, sont des anciennes verreries qui, lorsqu'ils n'étaient pas d'exploitation, redevenaient métairies. Redevenaient métairies, et il n'y a pas un mas, pratiquement pas un mas dans les environs du plateau de Méjeanne et ailleurs qui n'ait été un temps une implantation verrière.
Vous écoutez Fréquence Évasion, nous marquons une pause et juste après, eh bien, nous parlerons du déclin du château d'Allègre. À tout de suite. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes de retour dans le Gard, plus exactement dans la région d'Uzès, à l'Est, au château d'Allègre précisément, où nous découvrons ce château qui est maintenant en ruine. Alors justement, revenons sur l'état de décrépitude de ce château. Comment se fait-il que ce château est tombé plus ou moins en ruine au fil du temps? La décrépitude, je veux dire, du château, je pense que c'est la fin du XIVe, en référence à cette guerre de 100 ans. Alors, on a des références quand même beaucoup plus anciennes. Alors, si on parle de siège, d'assaut ou de guerre, 1166, on sait qu'il y a certaines demeures féodales qui furent détruites à cette période-là. Nous allons, puisque là nous avons la documentation, parler, je veux dire très rapidement, du Tuchinat, 1382-1384, laquelle émeute, bouleversa la région, là aussi, et laissa une empreinte sur ces demeures féodales très importante. À savoir que la majorité des châteaux, que ce soit le château de Rousson, le château de Luçon, le château de Bouquet et autres, furent détruits à cette période-là. Donc, guerre où il était bien difficile de savoir qui était du côté des Français ou des Anglais. Et Anglais, qu'est-ce que vous voulez dire à cette époque d'être Anglais? C'était simplement des Gascons ou autres. Un seigneur, je veux dire, un peu plus autonome que l'autre, se disait du parti d'anglais, donc presque une guerre intestine. Et puis, surtout, dans cette guerre qu'on a appelée, ou cette révolte qu'on a appelée le Tuchinat, c'est les impôts royaux, les impôts toujours de plus en plus oppressants, qui réduisit beaucoup de familles. C'est l'introduction de cette gabelle, l'impôt sur le sel, qui donne l'émergence, je veux dire, du départ de cette émeute. Il y a aussi, malheureusement, aussi, dans cette période de misère, l'apparition à 1347-1348 de la peste. Je veux dire, beaucoup de faits marquants qui réduisirent la population européenne, pas loin de 25-30 millions
d'habitants, on parle d'un tiers de la population à peu près, beaucoup de patronymes disparurent dans cette période-là. Donc, cette période où le seigneur ne remplissant plus son rôle, puisque le seigneur, c'était quoi? C'était d'assumer la protection, je veux dire, de ses ouailles, de ses malins, de ses vilains. Mais le seigneur pensait plutôt, je veux dire, à guerroyer les uns contre les autres que de protéger la population. Donc, il était pratiquement inutile. Et la population, je veux dire, locale, tout s'en prit, certes, aux officiers royaux, mais s'en prit aussi à ces seigneurs qui ne servaient strictement plus à rien, et notamment assurer leur protection, ils ne le firent pas. Donc, ils s'en prirent au symbole même, je veux dire, de leur dominance, c'est-à-dire le château. Et beaucoup de châteaux ont été détruits dans cette période-là, détruits que l'on s'entende. Que l'on s'entende sur le mot de destruction, c'était quoi? C'était, la plupart du temps, les châteaux d'éminence se caractérisaient par le recueillement de l'eau, et au travers des citernes, et ce recueillement se faisait à partir des toitures. Et ces toitures étant brûlées, le château perdait de son autonomie. Donc, voir la destruction totale d'un château, c'est faux, mais voir les toitures brûlées, donc, tout en perdant l'autonomie, je veux dire, de l'eau, c'était un château pris et qui était inhabitable. Naturellement, dans cette période, je l'ai dit, les châteaux ont été abandonnés, mais ils le furent, et notamment on a des textes sur Bouquet, mais aussi sur Allègre, où d'autres populations virent quand même s'implanter. Alors, Monsieur Crespon, qui est à côté de moi, a monté une association, donc c'est l'association du Château d'Allègre. Alors, Monsieur Crespon, comment vous en êtes arrivé justement à créer cette association et comment arrivez-vous à faire revivre ce château? Voici 12 ou 14 ans, nous étions nombreux à venir sur la colline, sur le mont d'Allègre, et à nous désoler de l'état des lieux. Certains habitaient tout près dans la commune ou dans les communes environnantes. Et le réflexe était toujours le même, on se disait quel dommage, c'est en train de s'aggraver. Et puis, il y a une douzaine d'années, Jeannette Vincent, qui est originaire de la commune, son frère à l'époque était premier adjoint et président des chasseurs, donc il connaissait bien la montagne, donc il connaissait bien Allègre. Jeannette Vincent a eu l'idée de venir voir le château d'Allègre, que très bizarrement, elle ne connaissait pas. Née sur la commune, elle travaillait à Nîmes, et elle le voyait d'en bas. Elle est venue visiter le château, elle a été scandalisée de son état, elle a réuni un petit groupe de gens amoureux du site, et il faut bien dire la vérité, au départ, elle cherchait à garder ce site qui est assez étonnant, qui est même merveilleux quand on le voit de loin sous certaines lumières. Et puis, très vite, on en est arrivé au chapitre historique. Alors, il y a 10-12 ans, on a été quelques-uns à créer l'association, et très vite, on a d'ailleurs créé une commission historique et une commission travaux. On a déposé les statuts en préfecture, on a contacté les propriétaires, car il y avait des propriétaires qui, bizarrement, étaient des gens un résident à Marseille d'un niveau culturel assez élevé et qui avait essayé de trouver l'histoire. La dernière propriétaire qui a enfin accepté de céder à la commune cherchait. Elle avait réuni notamment des papiers de chevalerie. Elle cherchait plutôt dans ces pistes-là. Et puis nous avons réussi que, suite au décès du précédent maire, l'un d'entre nous, qui était le secrétaire, est devenu le maire de la commune, donc il connaissait le dossier, ça nous a bien simplifié la vie, et au décès de cette dame dont je vous parlais, Madame Gérin, on a réussi à racheter les 9/10 de la superficie, car il faut dire que quand même le château couvre, avec les bois et puis les ruines de remparts, etc., couvre plus de 3 hectares, mais la partie sommitale est, comme disait Jean-Marc il y a quelques instants, très réduite. Alors, on s'est mis à essayer de sauver ce qui pouvait l'être. On a contacté le groupe alésien de recherche archéologique avec ses différents présidents, Roland Simia et avant lui son prédécesseur actifs, mais qui sont malheureusement âgés. Et des fouilles archéologiques sont programmées depuis plusieurs années. Il y a d'autres côtés, Jean-Marc vous parlait de l'ensemble palatial,
Il a été l'été dernier fait une partie de réhabilitation sur la partie qui domine la route qui va vers Uzès, et avec des subventions de la DRAC, de la région, du département et de la commune. L'association des moyens modestes n'a pratiquement pas participé. Alors comment se fait cette restauration? Comment se réalisent ces chantiers? Alors là, c'est une très très bonne question et ça ne nous a pas toujours fait sourire, car la DRAC nous a imposé des types de chaux, des types par exemple de recréer. On a recréé cet été, enfin l'été dernier, on a recréé 2 portes. Heureusement, la personne qui fait des fouilles archéologiques a également fait de l'architecture et a pu recopier par un procédé de cache, des portes, et on a recréé des portes dont il n'y avait plus d'empreinte seulement sur le mur. Mais ce n'est pas évident. Il nous faut prendre des maçons qui viennent d'Avignon et qui ont l'agrément de la DRAC et qui coûtent, à mon avis, un petit peu cher, mais c'est la loi d'espèce, hein. Alors pour faire revivre ce château, le château d'Allègre, vous êtes ouvert vers l'hospitalité, vers l'accueil. Comment arrivez-vous à dynamiser et faire en sorte que les gens viennent ici au château d'Allègre? Alors déjà, les bénévoles, parce qu'au départ l'association était uniquement composée de bénévoles, et elle est toujours d'ailleurs, même les gens qui viennent faire de l'archéologie, ils sont pratiquement pour la totalité des bénévoles. Alors on se réunit le premier samedi chaque mois, été comme hiver, hein, même au mois d'août, hein. Et on fait des dégagements, on détruit des ronces, on déplace des pierres. Il a fallu dégager l'accès. Par exemple, la pièce où nous sommes en ce moment, il a fallu dégager l'accès avec Jean-Marc et son fils. Et je me souviens très bien, il y a quelques années, nous étions tous les 3. Et puis, on a des bénévoles, quelques-uns parmi nous, moins nombreux. Là, samedi dernier, je reviens un instant, on était une trentaine quand même, à remuer quelques belles pierres, hein. Et puis alors des bénévoles aussi dans les fouilles archéologiques. Quelques-uns parmi nous. Et puis on a aussi Famille Rurale, qui fait de l'insertion et qui est venu réhabiliter dans le village. Alors le village qui lui est plus récent, je pense 17, 18, 19e siècle en dessous, qui a refait le four à pain. Et donc au cours de la fête d'été, on a déjà fait 4 fois du pain dans ce four qu'il a en contrebas. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Alors comment se fait cette fête d'été? Est-ce que c'est une reconstitution de l'époque moyenâgeuse? Il y a un peu de tout, hein. On a fait par exemple l'an dernier, c'était un orchestre anglais et irlandais. Dans le passé, on a fait des reconstitutions. Et Jean-Marc voulait ajouter? Oui, mais concernant une reconstitution là, qui reste mémorable, où je vous l'avoue très sincèrement, les participants ont pris extrêmement de plaisir. C'était à peu près une soixantaine, voire 65 personnes qui participèrent à cette manifestation. Essayer de camper les personnages, écoutez, on avait puisé en grande partie dans l'historiographie du château. Et de là, on avait décidé au travers d'un parcours champêtre au sylvestre d'une douzaine de kilomètres, ce parcours entourant, je veux dire, le château qui donnait diverses perspectives de vue sur le château et sa montagne. Nous avions, lors de ces 12 kilomètres, chaque kilomètre, monté une petite scénette qui interpellait les visiteurs. Les visiteurs étaient reçus par groupe de 50, guidés par un guide de type un peu chemin de fer avec casquette, cravate de couleur et tout. Et ces groupes, pendant 12 kilomètres, étaient accompagnés par ce guide, et pour lequel chaque étape de à peu près 1 kilomètre, il y avait une scène médiévale. La première étant un octroi. Cela veut dire que c'est un petit pont, on dit le petit pont romain, où il y avait garde officier seigneurial qui demandait un péage. Et je me rappelle le monsieur qui faisait à peu près 2 mètres de haut, habillé en sergent, armé et tout, avait effrayé quelques dames et quelques enfants parce qu'ils ne savaient pas si c'était du lard ou du cochon quand ils demandaient un droit de passage. Bon, de là, il y a eu la présence de chevaux, il y a eu quelques batailles, quelques malandrins, il y a eu la dispute des consuls d'Allègre et de Bouquet. Je veux dire, le tout s'est fini avec un agréable repas et des danses médiévales. Ça a été une journée tout à fait mémorable, regroupant plusieurs centaines de personnes, et certains, cette année encore, ont réitéré, je veux dire, la proposition de pouvoir recommencer. Et ce qui est intéressant, c'est quand il y a la participation de tous. Mais il faut savoir que ce genre de scène, monter ce spectacle et tout, avait demandé quand même 6 mois.
Alors, Monsieur Crespon, est-ce qu'il y a des projets dans l'avenir qui tournent autour de la réhabilitation du château d'Allègre? Alors, il va y avoir les fouilles donc cette année. Et puis, nous avons pris contact avec le lycée Frédéric Mistral de Nîmes, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un lycée professionnel et a des élèves qui apprennent à tailler la pierre. Ils ont déjà fait un parement près de l'ensemble palatial. Ils ont refait un parement d'une porte d'honneur de l'ensemble palatial parce que, bizarrement, on entre latéralement dans l'ensemble. Et ils vont venir faire les piliers de la porte d'entrée de la chapelle. Et puis, ultérieurement, dans les mois qui suivent, la couverture de la chapelle. On aura un coin du château qui sera remis en état et qu'on pourra présenter, qui sera présentable, si j'ose dire. Alors pour ceux qui souhaitent avoir des références, Monsieur de Béthune a écrit un livre sur le château d'Allègre. Je vous laisse le présenter. Et ce livre, vous le trouvez à l'Office de tourisme des Fumades. Mais cet ouvrage de 70 pages, avec quand même énormément de plans, de photos, et il y a, comme tout à l'heure je le citais, quelques photos qui ont été prises lors de cette manifestation médiévale, là. Alors, on a essayé de donner avec l'auteur, c'est un co-auteur, Sophie Asport, qui termine son DEA d'archéologie, et moi-même, de présenter, d'être assez un ouvrage, je veux dire, très convivial. Convivial, vous prenez l'ouvrage et vous baladez au travers des dédales, je veux dire, du château, et naturellement, il y a des plans d'explication, des références aux couleurs par rapport à la datation, et quand même quelques ingrédients naturellement puisés dans l'historiographie locale. Le regret, alors moi je peux formuler, mais à titre personnel, c'est qu'il soit pas assez important, ça je vous le dis de suite. Alors il paraît que bon, c'est un ouvrage qui est assez convivial et intéressant. Le regret qu'on ne peut formuler, mais je pense que ça sortira peut-être quelque temps, c'était, bon, on a fait un petit clin d'œil là, c'est de parler un peu de la communauté des hommes, où on avait des documents qui paraissaient exploitables et très intéressants. On n'a pas eu matériellement le temps de les exploiter. Il est regrettable parce que, bon, certes, la connaissance, je veux dire, de la chronologie sénoriale, les faits marquants et tout, les dates, la chronologie, c'est intéressant. Par contre, j'aurais laissé aller une trentaine de pages, si vous le permettez, pour la communauté et les hommes, et présenter que, bon, au travers de ces murs qui, certes, suintent encore cette histoire, mais écoutez, il y a surtout des larmes de paysans et d'artisans. Et là, la documentation s'est montée beaucoup plus prolixe. On est à la recherche, par exemple, parce que, bon, on répond à pas mal de questions, mais quand on soulève un tiroir, on en retrouve deux autres qui s'en trouvent, et notamment, par exemple, sur les documents, parce que de temps en temps, ils ne sont pas avares d'informations, mais la présence de ce cimetière à Allègre, donc peut-être on a quelques indices. Il y a aussi des choses tout à fait intéressantes, c'est réhabiliter la chapelle Saint-Saturnin, qui est probablement d'origine carolingienne, où là-dessus, tous les faits, tous les actes du château se faisaient devant le parvis de cette chapelle. Quelque chose d'autrement symbolique, comme si le regard de Dieu était là pour sceller, je veux dire, le temporel. Il y a énormément de questions, et la grande question que nous nous posons, c'est, je veux dire, est-ce que l'implantation de ce château, est-ce que sur cette éminence rocheuse, existait-il avant une autre implantation? Et là, j'espère qu'avec les fouilles qui vont continuer pendant quelques années, on va avoir des éléments de réponse. Concernant l'exploitation, je veux dire, au niveau de la documentation, on a encore, je veux dire, des ouvertures de ce côté-là. Par contre, là où on peut se féliciter, je pars pour Allègre, mais je vais aussi faire quelques digressions concernant les environs, c'est que bon, on se félicite d'un partenariat quand même à la municipalité qui a donné un coup de main là-dessus, et notamment dans l'achat, je veux dire, du site. Le casino, pour ses participations, je veux dire, le casino d'Allègre-les-Fumades, qui participe, je veux dire, et qui nous donne les moyens, que ce soit pour les fouilles ou la restauration. Et il y a aussi, et cela me paraît intéressant, une prise de conscience, je veux dire, des communautés, des maires. Souvent, on cite en référence, je veux dire, des sites qui ont été restaurés du côté du littoral et tout. Il est vrai que la politique fut un temps
où tout se consacrait, je veux dire, sur le littoral, on s'aperçoit que maintenant, mais que ce soit les autochtones, que ce soit les maires, que ce soit même les responsables politiques, ont une vision, je veux dire, de l'arrière-pays, où il est tout à fait valorisant, on s'en aperçoit de plus en plus d'étrangers venant, restaurer une chapelle, aménager, il serait utopique de dire qu'on va restaurer intégralement, je veux dire, le château d'Allègre. Mais par contre, ce qui me paraît intéressant, c'est quand il y a des gens qui viennent et qui disent « Messieurs, le site est magnifique et on se sent bien ». Mais écoutez, c'est le meilleur hommage qu'on puisse rendre au château. Alors en guise de conclusion, quel serait le message que vous passeriez aux auditeurs de Fréquence Évasion pour qu'ils viennent sur le terrain, se rendre compte du travail que vous avez effectué et admirer, découvrir ce magnifique château d'Allègre, ces vestiges qui sont vraiment sur une implantation magnifique avec une vue panoramique à perte de vue. Quel message souhaiteriez-vous leur adresser ? Eh bien écoutez, moi les visiteurs, je leur proposerais quelque chose, c'est déjà une petite visite au Mont Bouquet. Sur cette montagne-là, vous avez une vision, je veux dire, de la vallée du Rhône. On dit que par temps clair, et j'en ai la preuve, puisque souvent j'y étais, on peut voir la mer, on voit les Cévennes, on voit ce Vivarais naissant, et les villages de Saint-Sauveur de Cruzières et tout, on a ce bassin alésien, on a ce Barjaquès et tout, donc tout ceci riche en histoire, riche en événements, riche en hommes. Et il y a aussi, alors là, beaucoup plus aussi attendri, j'ai souvent ce regard, c'est celui du Méjanès, cette immense surface, cet immense plateau boisé. Et là, je crois que si on prend du temps et qu'on regarde, cette garrigue peut nous parler. Au travers de ces monuments, longtemps à l'abandon, voire méprisés. Et je pense que pour visiter le château d'Allègre, visiter les autres sites, on doit quand même gravir cette montagne, on peut le faire en automobile, et rester une petite demi-heure sur cette montagne. Et après, venir au château. Et bien au château, si vous souhaitez le visiter, passez à l'office de tourisme et vous demandez, que ce soit Sophie Asport ou moi-même, on se fera un plaisir de vous faire visiter. Et surtout, peut-être, de vous inciter aussi à aimer ce pays, parce qu'on a des surprises de jour en jour. Et écoutez, il y a très peu de jeux. Oui, il y a 2 générations que nous sommes ici, et que ce soit au travers du nom et tout, vous comprenez que c'est pas un nom venant de l'Occitanie et tout, mais je peux vous dire tout simplement, c'est que ce pays, je l'ai adopté, et l'essentiel, c'est qu'il puisse au moins me conserver. Il y a plusieurs façons de voir. D'abord, pratiquement, comme le disait M. Béthune à l'instant, on peut se rendre auprès de l'office de tourisme. Toutes les semaines, il y a des visites qui sont programmées en juin, juillet, août, sous la direction de Sophie. Mais il arrive fréquemment que des gens se joignent au groupe ici. Ça nous est arrivé encore la semaine dernière. Des gens qui arrivent, qui trouvent un groupe en train de visiter. Jean-Marc, Sophie, moi-même et d'autres membres de l'association, nous faisons souvent les bénévoles. Et puis, il y a deux autres choses. Bon, des gens peuvent venir tout à fait spontanément, se garer, et au parking d'en bas, au parking d'en haut, ou le long de la route, et peuvent venir passer un bon moment, découvrir le panorama exceptionnel que nous avons face aux Cévennes, face au plateau ardéchois. De loin, on aperçoit la plaine alégienne, en face de nous, le cap Barré du Mont Bouquet, et tout ce qu'il révèle depuis les Celtes arécomiques maintenant au réémetteur en panneau solaire. Alors vous avez 2 façons de voir. C'est soit de venir voir le site, et des gens peuvent venir uniquement pour la balade. On voit des familles, je connais des familles suisses, des familles belges qui sont là tous les étés et qui viennent et qui ne s'intéressent pas manifestement à l'histoire du château. C'est le site qui les attire, ils sont aimantés. Et puis il y a la deuxième façon, c'est d'essayer de trouver nos racines, les racines qui souvent, on s'en aperçoit, et Jean-Marc vient d'être la preuve, qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et donc on va chercher jusqu'en Ardèche, on va chercher jusqu'à Paris, on va chercher jusqu'à Montpellier. Alors là, vous avez une deuxième façon, l'aspect géographique ou l'aspect historique. Eh bien, merci à vous tous, au revoir à une prochaine fois. Merci, bonsoir à tous. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous étions au château d'Allègre, dans le Gard, à 2 pas d'Uzès, à 2 pas d'Alès, dans la région de Saint-Ambroix-Barjac. Vous trouverez facilement les rendez-vous de Fréquence Évasion, se poursuivent entre Menton et Toulouse et partout dans le Grand Sud. À bientôt. Fréquence Évasion.